nous enrichir sur ce sujet. Merci beaucoup, professeur Pazebozo. Merci à tous les maîtres qui sont là, les amis, les collègues. Nous allons essayer de partager sur les oncothérapies transartérielles et nous allons nous focaliser particulièrement sur la chimio-embolisation dans la prise en charge du cancer du foie. Je pense que le professeur Bazebozo m'a déjà présenté. Je suis le docteur Dieu merci Menene. Notre présentation va porter sur 5 points. Nous allons introduire rapidement, donner la classification des thérapies transartérielles en oncologie interventionnelle. Nous allons aller en profondeur de thèse, les transartérial chemoembolisation ou la chimioembolisation transartérielle pour le cancer du foie. Nous allons essayer de partager quelques cas cliniques et puis nous allons conclure. Sans plus tarder, je commence avec l'introduction et là, je voudrais donner l'aperçu général sur l'oncothérapie interventionnelle vasculaire. En fait, c'est une technique de traitement mini-invasif. Le procès Bazebo aime dire opérer sans ouvrir. Ces traitements mini-invasifs sont guidés par l'imagerie, particulièrement la fluoroscopie, avec comme but celui de délivrer le médicament ou certains instruments au site de la tumeur en passant par la ponction percutanée des vaisseaux, particulièrement l'artère fémorale ou l'artère radiale au niveau du bras, de la main. Et on utilise des aigus, des ponctions, des cathéters, des fils guides, ainsi que d'autres instruments. Ces techniques ont comme avantage d'abord l'efficacité élevée. Parfois, quand on compare avec la chimiothérapie conventionnelle, il y a le fait de premier passage. Et donc, on peut perdre une certaine concentration de médicaments avec la chimiothérapie conventionnelle. Mais avec les traitements mini-invasifs, il y aura une forte concentration de médicaments au niveau de la tumeur. Et donc, cela va augmenter l'efficacité de médicaments chimiothérapeutiques. Il y a aussi la sécurité. Différemment de la chirurgie ou d'autres méthodes invasives, ici, on a pratiquement moins de complications, surtout si on maîtrise la technique. Le ciblage précis. Lorsqu'on opère, on réalise la procédure, on s'approche de la tumeur de manière vraiment millimétrique. On est très proche de la tumeur et on la cible et on peut l'attaquer facilement. Donc, j'ai parlé de l'invasivité. Ce sont des techniques mini-invasives. Rapidement, la classification technique. Il y a 3 groupes de thérapies L'écran. Il n'y a pas oncothérapie d'écran? transartérielle. Nous avons 3 groupes. Le premier groupe concerne, Docteur Menene, s'il te plaît, tu peux partager l'écran? je n'ai pas partagé, Non. Non, tu n'avais plus partagé. désolé. Partager l'écran. C'est bon maintenant? Pas encore. Donc, vous devez cliquer là où c'est en vert, Share Screen ou bien Partager. Et ça va vous proposer les fichiers qui sont là. Vous sélectionnez le PowerPoint que vous allez. Vous avez, puis vous appuyez OK. Oui. En tout cas, je suis désolé. Si possible, allez au mode diaporama en haut là. Oui. Donc, on a défini, il y avait d'abord le titre,
l'oncothérapie transartérielle, nous allons nous focaliser sur la chimio-embolisation dans la prise en charge du cancer du foie. Les 5 points sur lesquels nous allons nous focaliser: l'introduction, classification, la chimio-embolisation transartérielle pour le foie, les cancers du foie, quelques cas cliniques, et puis nous allons conclure. Donc, nous avons défini ce que c'est l'oncothérapie interventionnelle vasculaire. Nous avons donné les avantages et nous sommes maintenant au niveau de la classification. Nous avons dit qu'il y a 3 groupes de thérapie transartérielle oncologique. Le premier groupe concerne seulement les perfusions chimiothérapeutiques, donc la chimioperfusion transartérielle, avec 2 groupes, l'infusion transartérielle à court terme et la chimioperfusion transartérielle à long terme. Pour les foies, on parle généralement de hépatic artery infusion chemotherapy, HIC. Le deuxième groupe concerne les embolisations. Là, nous avons l'embolisation seule, sans ajouter la chimiothérapie. Et puis, il y a l'embolisation associée à la chimiothérapie. Le troisième groupe, on combine les infusions et les techniques d'embolisation. Donc, rapidement, le premier groupe, le groupe de chimioperfusion transartérielle, nous avons d'abord l'infusion transartérielle. Je l'appelle à court terme pour le différencier du deuxième type. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez l'image ici, en radiologie interventionnelle, nous allons réaliser une ponction artérielle, principalement une ponction de l'artère fémorale, et puis nous allons aller au niveau de la tumeur. Il peut s'agir de la tumeur au niveau de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen, ou pour notre cas ici, la tumeur au niveau du foie. Donc, on va aller de manière super sélective, c'est-à-dire on s'approche de la tumeur à quelques millimètres. Et après ça, nous allons donner les agents chimiothérapeutiques. Donc, nous allons donner la chimiothérapie. Avec comme avantage, on va contourner l'effet de premier passage de médicaments et ça va faciliter la concentration de médicaments au niveau de la tumeur. On donne la chimiothérapie de manière lente et après ça, on retire les cathéters et puis l'opération, la procédure va prendre fin. Ici, il y a des avantages, comme je l'ai dit, il y a une forte concentration de médicaments chimiothérapeutiques au niveau de la tumeur, mais aussi on gagne en termes d'effets secondaires. On aura moins d'effets secondaires comme pour les cas de la chimiothérapie conventionnelle. Le deuxième type, dans le groupe des infusions ou de perfusion chimiothérapeutique transartérielle, nous avons la chimioperfusion transartérielle à long terme. Donc, pour les foies, comme je le disais, on parle des HIC. Qu'est-ce qui se passe? Même procédure. Je vais faire la ponction artérielle. J'utilise les cathéters pour aller au niveau de la tumeur, quelle que soit sa localisation. Et je le fais de manière super sélective. C'est-à-dire, je m'approche de la tumeur. Je laisse les cathéters en place. Les patients vont rentrer à l'hospitalisation avec les cathéters pour recevoir la perfusion transartérielle pendant plusieurs heures ou pendant 24 heures, voire plus. En Chine, généralement, quand on fait pour les cancers du foie, ça prend 24 heures. Ça prend 24 heures. Après 24 heures, c'est en ce moment-là qu'on peut retirer les cathéters.
Les avantages pour la chimioperfusion transartérielle à long terme, il y a l'exposition prolongée aux agents chimiothérapeutiques. Donc, les cancers est là, il reçoit de manière permanente la chimioperfusion pendant 24 heures ou pendant plusieurs heures. Et ici encore, il y a moins d'effets systémiques, des effets secondaires de la chimiothérapie comparé à la chimiothérapie conventionnelle. Mais il y a quelques défis. Par exemple, le temps des procédures prolongées, les patients doivent rester avec les cathéters pendant plusieurs heures ou jours. En Asie, les patients collaborent, ils acceptent. Mais en Europe, j'avais parlé avec quelqu'un, parfois c'est difficile. Et il y a aussi la compliance des patients. Les patients avec cancer, généralement, sont des patients qui sont déjà fatigués, particulièrement avec les cancers du foie. Ils viennent déjà au stade avancé, intermédiaire ou avancé. Et quand ils viennent, ils sont déjà fatigués. Parfois, ils supportent mal le traitement. Et les garder à l'IT pendant 24 heures, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est un défi. Deuxième groupe, c'est le groupe d'embolisation où nous avons l'embolisation simple, en anglais, on parle de blind embolization, où on utilise seulement les agents emboliques. Et le deuxième groupe, c'est la chimio-embolisation transartérielle, où nous avons des types, la chimio-embolisation transartérielle conventionnelle et la chimio-embolisation transartérielle en utilisant les bulles à élition médicamenteuses. Donc, rapidement, comme nous allons revenir sur les embolisations, le principe est le même. On fait la ponction, la ponction artérielle, on fait la cannulation, l'artère cible, et on va injecter l'agent embolique. Là, nous sommes en train de parler du blind embolisation, où on utilise l'embolisation simple, sans chimiothérapie. Nous allons obstruer les vaisseaux grâce aux agents emboliques, ce qui va provoquer une ischémie et une nécrose de la tumeur. Donc, l'objectif est simple. J'amène mon cathéter jusqu'au niveau de la tumeur et je donne des agents emboliques. Il y en a plusieurs types. Et cela va priver la tumeur de son flux sanguin. Et ça va provoquer une nécrose tumorale. Le deuxième groupe, dans les types d'embolisation, il y a la chimio-embolisation transartérielle. Une approche ciblée qui combine deux effets, l'ischémie et la cytotoxicité par la chimiothérapie. J'ai fait la ponction, j'amène les cathéters jusqu'au niveau de la tumeur. Ce n'est pas seulement le foie, il peut s'agir de tumeurs urologiques, etc. Et là, je vais faire à la fois une embolisation qui va provoquer une ischémie et nécrose. En même temps, je vais donner la chimiothérapie qui va provoquer une apoptose, une destruction des cellules cancéreuses grâce aux agents anti-cancer. Le troisième groupe, nous allons revenir sur le deuxième groupe. Donc, on passe au troisième groupe. Là, on fait des associations. Je peux combiner l'infusion. Rapidement, je donne l'infusion chimiothérapeutique et je fais une petite embolisation. J'obstrue les vaisseaux. Comme ça, la chimiothérapie va rester dans la tumeur. On peut combiner l'infusion plus la chimio-embolisation. On peut combiner la thèse, la chimio-embolisation, je la combine avec l'infusion à long terme, la chimio-infusion à long terme, ce qu'on appelle HICE pour les cancers du foie. Donc,
j'ai fait la chimio-embolisation, les malades rentrent à l'hospitalisation avec cathéter en place et on continue avec perfusion pendant plusieurs heures. Donc, c'est le tableau ici où on fait des combinaisons. Nous allons maintenant rentrer à la chimio-embolisation transartérielle pour les cancers du foie. Nous allons d'abord commencer avec l'épidémiologie. Vous savez, les cancers du foie, c'est l'un des cancers les plus fréquents dans le monde. Selon les études, il occupe la 5e ou la 6e place avec plus de 500 000 cas par an dans le monde. J'ai même lu une publication qui parle d'au moins 1 million de cas par année. Et parmi les cancers du foie, 90% de ces cancers primaires du foie sont représentés par les carcinomes hépatocellulaires. Donc, on va beaucoup plus parler de carcinomes hépatocellulaires ici. Les cancers du foie est plus fréquent dans des zones, Asie et Afrique. Et c'est là par rapport à l'infection au virus de l'hépatite, particulièrement l'hépatite B et l'hépatite C. La prévalence est tellement élevée en Asie et en Afrique, à la région subsaharienne de l'Afrique. Et la Chine, comme sur plusieurs plans, elle occupe la première place en termes de prévalence du cancer du foie, avec 22% des nouveaux cas du cancer du foie en Chine et 27% des cas de décès par cancer du foie. La cause, c'est que l'hépatite, particulièrement B, est endémique en Chine et en Asie. Il y a plusieurs types de cancers du foie, mais le maître, c'est les carcinomes hépatocellulaires. Il y a aussi le cholangiocarcinome et les types mixtes. Ici, j'ai essayé de résumer rapidement les quelques causes des étiologies sous-jacentes des cancers du foie. Nous avons d'abord l'alcoolisme. Ça, c'est un vrai problème pour notre pays. Quand je vois les jeunes en train de consommer l'alcool de manière abusive, donc ça va conduire à une hépatite alcoolique chronique, fibrose, cirrhose, et selon la littérature, au moins un tiers des patients avec cancer du foie ont une cirrhose. Il y a les virus, l'hépatite, particulièrement l'hépatite B. On a réalisé une étude en Chine récemment où nous avons trouvé que au moins 76% des patients avec cancer du foie étaient porteurs de l'hépatite virale B. Et il y a aussi quelques facteurs familiales, prédisposition génétique, etc. Il y a l'obésité, le syndrome des nouveaux riches. Tout le monde veut avoir un gros ventre, ça a l'air de rien. Le diabète type 2, tout ça sont des facteurs favorisant les cancers du foie. Il y a l'exposition à l'aflatoxine, etc. Donc ici, nous avons une image du foie cirrhotique avec cancer. Dans la pratique clinique, on constate que la majorité des patients avec cancer du foie hépatocar viennent au stade avancé, non résécable. On ne sait plus réaliser la chirurgie. Et donc, selon la classification, le système BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer, tous les patients au stade B, pour eux, les traitements standards, ce sont les thérapies transartérielles. Donc, la TACE, le transartérial chemoembolisation, c'est le pilier thérapeutique pour les patients au stade avancé, intermédiaire ou avancé. Quelques indications donc pour la thérapie transartérielle pour les cancers du foie. Je viens de parler de la classification BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer. Il y a 5 stades, 0 ou le very early stage, où
les traitements, c'est un traitement curatif. On peut faire la chirurgie, transplantation ou une ablation en radiologie interventionnelle. On peut utiliser la radiofréquence, la micro-ondes, cryothérapie, etc. Mais il faut que la fonction hépatique soit normale. Donc, la classification Child-Pugh, stade A ou B. Et l'état physique du patient doit être normal. Les scores de performance, e-coach de 0 à D. À part l'indication standard des thérapies transartérielles pour le cancer du foie, nous avons d'autres indications. Vous verrez que dans la pratique, nous ne respectons pas toujours les guidelines. Vous verrez que les patients peuvent être au stade précoce. On fait, on réalise le traitement transartériel. Par exemple, un patient qui vient au stade A des BCLC, on peut réaliser une thèse. Par exemple, lorsque les cancers se trouvent à une région difficile pour le chirurgien à atteindre. Il y a aussi des patients qui viennent au stade C, stade avancé avec métastase, mais on fait une chimio-embolisation. On peut utiliser aussi la chimio-embolisation pour changer des stades. Donc, on l'utilise comme bridge. Un patient qui peut bénéficier de la transplantation hépatique, mais qui ne remplit pas les critères de Milan, on peut utiliser la thèse pour diminuer, par exemple, la taille de la tumeur, pour l'aider à rétropédaler et rentrer dans un stade un peu plus précoce, et donc il peut bénéficier d'une transplantation. Donc, la thèse principe, c'est une approche ciblée combinant l'ischémie par embolisation et la cytotoxicité par chimiothérapie. Un petit rappel, pour un foie normal, un foie sain, la perfusion, donc le sang afférent qui arrive au niveau du foie, provient particulièrement du système porte. Jusqu'à 70 ou 75% du sang qui arrive au niveau du foie provient du système porte. Seulement 25 à 30% du sang provient du système artériel. Et donc, des petites tumeurs, des petits cancers, particulièrement les cancers de moins de 2 cm, sont principalement vascularisés, reçoivent du sang en provenance du système porte. Mais lorsque la tumeur atteint 2 cm, c'est le système artériel qui commence à irriguer la tumeur. Et cela explique la place des thérapies transartérielles. Et selon la littérature, plus de 90% des tumeurs du foie, des plus de 2 cm, reçoivent leur vascularisation de l'artère hépatique ou de ses branches. Quelques contre-indications. Nous avons dit que l'indication, on se base principalement sur le système BCLC. Mais il y a quelques contre-indications. Par exemple, une insuffisance hépatique sévère, un patient qui se présente avec classification Child-Pugh stade C, on ne fait pas. Une thrombose portale complète, sans collatéral, on ne fait pas. Des troubles et des coagulations non corrigibles. Tu vas faire la ponction, mais tu ne sauras pas maîtriser, réaliser l'hémostase après l'intervention. Et tu peux perdre ton patient. On ne fait pas. Une infection active, par exemple une hépatite, pour éviter des sepsis, tout ça, on ne fait pas. Des métastases étendues, une cachexie, une insuffisance rénale, on ne fait pas. Ce sont des contre-indications absolues. Une contre-indication aux molécules de chimiothérapie, on ne fait pas. L'allergie aux produits de contraste, on ne fait pas, parce que le malade peut rester sur la table. Il y a aussi quelques contre-indications relatives, on peut gérer. Une très grosse tumeur qui prend plus de 70% du foie,
On peut éviter, mais dans la pratique clinique, on gère. Je peux gérer la quantité d'agents emboliques à donner ou la quantité, la dose des médicaments chimiothérapeutiques à donner. On peut gérer. Ce sont des contre-indications relatives. Il y a aussi l'insuffisance hépatique légère ou modérée, Child-Pugh A ou B. Il y a aussi la cytopénie, un patient qui se présente avec baisse des lignées sanguines. Vous savez, en cas de cancer du foie, la majorité des patients ont une pathologie du foie chronique. Et on peut avoir l'hypersplénisme qui va détruire les lignées sanguines, qui va séquestrer, détruire les lignées sanguines. Donc, on peut avoir une cytopénie. On peut aussi gérer, par exemple, et je peux commencer par faire la présentation de la fois passée faite par le professeur Bazebozo. Il nous a parlé de l'embolisation partielle de l'artère splénique. Donc, je peux commencer par ça. Je restaure les lignées sanguines et puis je vais faire la thèse. Donc, c'est relatif, on peut toujours gérer. Le principe opératoire. Dans la thèse, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai déjà dit, on réalise une ponction de l'artère fémorale droite principalement. On peut faire aussi à gauche. Si à droite, on ne sait pas le réaliser, on peut aller au membre supérieur. Donc, je vais ponctionner, placer les cathéters et aller au niveau de la tumeur, faire une cannulation de manière sélective, un cathétérisme de manière sélective où le son est bon, vous êtes là? Oui. Nous vous écoutons. Merci. Merci. Donc, je disais, je fais la ponction, je place les cathéters, je remonte au niveau du foie de manière sélective ou super sélective jusqu'au niveau de l'artère nourricière. Et là, je vais emboliser, je vais donner la chimiothérapie. On aura double effet. Donc, d'abord, il y aura une ischémie par occlusion artérielle et puis on aura une cytotoxicité par effet chimiothérapeutique. Les autres avantages, il y a réduction de toxicité systémique vu qu'on évite l'effet de premier passage. La technique est adaptable à tous les stades. Donc, on peut aller jusqu'au stade avancé pour changer des stades et permettre aux patients, par exemple, de bénéficier d'une chirurgie ou d'une transplantation. On peut utiliser la TS comme marqueur pronostic. La concentration des lipiodoles qu'on va utiliser, on va parler des lipiodoles, peut nous donner une idée sur l'efficacité du traitement et donc prédire les pronostics. Les préalables, quelques éléments techniques essentiels qu'il faut à tout prix avoir. Il y a d'abord ce qui coûte beaucoup plus cher, c'est la fluoroscopie, le DSA, donc l'angiographie par soustraction numérique. Il faut avoir un appareil, il faut avoir des produits, des contrastes, il faut avoir des seringues hyperbas, il faut avoir un moniteur cardiaque, c'est obligatoire. Les aiguilles de ponction, gain des cathéters, micro-cathéters et des fils guides. Ici, c'est notre service au First Affiliated Hospital of Kunming Medical University en Chine. On a 5 salles
avec fluoroscopie. Il y a 2 salles pour cardiologie, il y a 2 salles pour la neuroradiologie interventionnelle, et puis il y a une salle qu'on considère comme pour la radiologie interventionnelle un peu générale. On faisait la tête, l'abdomen, tout ça. On faisait à part les cœurs. Donc, on a une machine ici, Philips. Il y a une autre salle, ça c'est pour la neuro. C'était un appareil GE. Ça, c'est notre service. On a à l'intérieur la fluoroscopie. À l'extérieur, nous avons des écrans. Vous savez, des techniques des embolisations ici, généralement, c'est réalisé par des assistants. Donc, les profs, les superviseurs ne sont pas obligés d'aller à l'intérieur. Ils sont dehors, là, ils supervisent l'intervention. Ils peuvent donner des ordres. Il y a les moniteurs de signes vitaux. Il y a l'équipe de nursing, de réanimation, les techniciens manip qui sont dehors. Ils sont en train de collaborer avec vous qui êtes à l'intérieur. Pour la ponction, nous avons une aiguille de ponction. Nous avons la gaine des cathéters, un petit fil qu'on va utiliser. Nous avons des cathéters et microcathéters. Généralement, on utilise des cathéters à tête sphérique inversée, par exemple, tête RH. En Chine, on utilise beaucoup plus les Yashiro, qui est made in Japan. Donc, c'est fabriqué au Japon. On l'utilise. Vous savez, en médecine, en chirurgie comme en radiologie interventionnelle, mieux vaut maîtriser parfaitement quelques instruments que de mal en utiliser beaucoup. Et nous, en radiologie interventionnelle, on dit un cathéter et un guide bien choisi valent mieux qu'une panoplie d'outils inadaptés. À quoi ça sert d'avoir plusieurs cathéters si tu ne sais pas les utiliser? On peut utiliser des microcathéters, par exemple, lorsque vous voulez atteindre la tumeur, mais l'artère nourricière est de petite taille, on ne sait pas utiliser les cathéters normaux, 4 French ou 5 French. Donc, on va utiliser le système coaxial, des microcathéters de 2 à 3 French. Ici, nous avons quelques cathéters RS. Nous avons le RLG, le Yashiro est là, que je maîtrise bien, le RH. Sur cette image, on représente comment est-ce qu'on négocie les troncs cœliaques. Ça, c'est l'aorte. On remonte avec le Yashiro, les cathéters, et là, facilement, on peut négocier les troncs cœliaques pour aller au niveau du foie. Un fil guide, on ne peut pas avancer avec les cathéters si le fil guide n'est pas devant. Vous pouvez provoquer une hémorragie, vous pouvez blesser les vaisseaux et puis perdre votre malade. Donc, on avance d'abord avec les fils guides, celui-ci, et les cathéters vont suivre après. Les agents emboliques, il faut en avoir. Il y en a plusieurs types. Il y a 3 groupes, les agents emboliques particuliers. Nous avons par exemple l'éponge des gélatines. Nous avons des agents emboliques liquides. Nous avons des agents emboliques solides. Donc ici, nous avons la gélatine. Ici, nous avons des feuilles de gélatine. Ici, gélatine en poudre, les gels formes, les lipiodoles. On ne peut pas faire la thèse conventionnelle sans lipiodol. Nous avons, à part l'huile iodée qu'on appelle les lipiodoles et l'éponge de gélatine, on peut utiliser des cordes métalliques. Par exemple, si on veut faire une embolisation permanente de l'artère tumorale, mais généralement, on évite vu que
Après traitement, si la réponse thérapeutique n'est pas très efficace, on pourra reprendre l'intervention. Donc, on évite d'emboliser de manière permanente les vaisseaux timorales. Nous avons d'autres agents d'embolisation, les microsphères, qui peuvent être non chargés ou chargés. Parmi les microsphères chargées, nous avons les ambosènes, les bead blocks. En Chine, on utilise beaucoup plus les 8 sphères qui permet une embolisation. Nous avons les microsphères chargées des médicaments. Donc, on va combiner l'agent embolique avec un agent chimiothérapeutique. Donc, c'est ce qu'on utilise pour la dipthèse. Par exemple, des microsphères chargées à base d'alcool polyvinylique, PVA. En Chine, on utilise plus les calisphères. Et il y a aussi des agents, des microsphères chargés à base d'acide polyacrylique, comme les hépasphères. Le headsphere qu'on utilise en Chine, c'est non chargé de médicaments chimiothérapeutiques, et puis d'autres qu'on utilise en Europe, en Amérique, etc. Il faut avoir les médicaments chimiothérapeutiques. Ça, c'est l'une des difficultés, particulièrement pour notre pays. Généralement, ces médicaments coûtent cher. Dans des pays comme la Chine, ils ont des assurances. Et donc, des patients ne sentent pas vraiment les coûts du traitement. Ils ne sentent pas trop parce qu'ils sont couverts par des assurances. Il y a plusieurs classes des agents chimiothérapeutiques. Pour les cancers du foie, les plus utilisés, nous avons par exemple les anthracyclines, doxorubicine et l'épirubicine, les composés des platines tels que l'oxaliplatine, cisplatine, etc. Nous avons à l'image ici la doxorubicine, l'épirubicine, la cisplatine, etc. Bon, c'est géré généralement par les gens d'anesthésie et réanimation. Il faut avoir quelques médicaments, des antiémétiques, des médicaments pour des symptômes, quelques symptômes tels que la douleur, etc. Il faut toujours en avoir. Et puis, pour les urgences, il faut garder quelques médicaments tels que l'atropine, l'épinéphrine, dopamine, parce que on peut avoir des cas de complications, tout ça. Même le produit des contrastes peut vous tourner des films. Donc, il faut avoir un service équipé. En Chine, on a des armoires avec vraiment des médicaments selon leur utilité. Avant l'intervention, il faut réunir quelques conditions. Il faut considérer les conditions générales du patient, donc voir les scores PS, performance status. Le patient doit être autonome, il doit être capable de supporter l'intervention. Il doit être à jeûne, environ 4 à 6 heures. On peut placer une sonde vésicale pour des interventions qui peuvent durer longtemps, ou parfois, lorsqu'on travaille sur les tumeurs du système urologique, des tumeurs urologiques, on peut placer la sonde. Pour des patients avec comorbidité, par exemple l'hypertension artérielle, il faut le gérer, le stabiliser la tension avant l'intervention. Les diabétiques, il faut gérer la glycémie, etc. Et comme pour toute intervention chirurgicale ou en radiologie interventionnelle, il faut toujours penser à prendre un accès veineux. On ne sait jamais. Quelques bilans avant l'intervention, bilan sanguin, infectieux, les marqueurs tumoraux, etc. On fait l'ECG, l'imagerie. Il faut réaliser un scanner ou une IRM avant l'intervention, abdomen, thorax, etc. Et surtout, il faut faire signer au patient le formulaire de consentement. Vous lui expliquez l'intervention, les complications possibles, vous expliquez tout ça. Ça peut vous aider. Vous pouvez avoir des cas, on a vu des cas après intervention, les patients font une hémorragie et vous les perdez. Donc, s'il n'a pas signé les consentements éclairés,
ça peut barder. La procédure, on fait une ponction artérielle, artère fémorale droite, gauche ou artère radiale, etc. Selon la technique de Seldinger, qui est considérée comme notre père en radiologie interventionnelle, généralement, on fait une ponction à 2 cm sous le ligament inguinal avec un angle de 30 degrés, ce qui peut changer selon la morphologie du patient. Un patient mince, l'angle peut être aigu. Un patient trapu, un patient de grande taille, l'angle peut être plus large. Donc, comme je le disais, on peut aller par l'artère fémorale, gauche, droite, gauche, ou l'artère radiale, brachiale, etc. Il faut bien désinfecter les patients, placer le champ stérile, etc. On peut s'aider, on peut utiliser la sonde, l'échographie pour repérer l'artère. Et donc, vous faites une ponction. Ici, on peut voir une aiguille. On fait une ponction artérielle. On enlève le téflon de l'aiguille. On place les petits fils guides et puis on va enlever la gaine pour placer la gaine du cathéter. La gaine du cathéter est là. On le place avec le petit fil guide qui est toujours là. On va enlever la canule de la gaine. On rince les cathéters à l'aide de sérum salé. Parfois, on le mélange avec l'héparine et on va commencer l'intervention. Pour les assistants, j'ai prévu une petite vidéo rapidement. Je suis en train de faire une ponction là, avant l'intervention. Donc, j'ai désinfecté, placé les champs, etc. Je palpe l'artère fémorale droite pour se rappeler. Vous savez, la vulve, c'est médial. Donc, la vulve, ou parfois, certains parlent du vagin, c'est médial. Donc, la veine V, vulve, c'est médial. L'artère est latérale. Je vais faire une anesthésie locale à l'aide de la lidocaïne 2%. Après ça, je vais passer à la ponction artérielle rapidement. J'ai mon aiguille de ponction là. Je vais faire une ponction. Je suis en train de gérer l'artère fémorale. Par bonheur, je vais tomber sur l'artère. Il faut être capable de différencier les sangs venés du sang artériel. Les sangs venés noirs, pas de pulsatilité. Les sangs artériels est rouge vif. Et puis, on peut voir la pulsatilité, les battements cardiaques. Je place les petits fils guides. Après ça, je vais placer la gaine du cathéter, 5 French. Je les place. Je vais enlever la canule et les petits fils guides. Je vais rincer. Je vais rincer la gaine du cathéter. Éviter, j'ai d'abord aspiré, hein, chers assistants, j'ai d'abord aspiré pour enlever l'air afin d'éviter théoriquement les embolies gazeuses, etc. Et quand j'ai fini, là, je pourrais commencer mon intervention. C'était un cadeau que j'avais réservé pour les assistants. Il faut connaître l'anatomie.
vasculaire en radiologie interventionnelle. Donc, pour les foies, principalement, on passe par les troncs cœliaques. Donc, je vais remonter avec les cathéters. Je remonte avec les cathéters. Là, je suis au niveau du tronc cœliaque. Je peux voir l'artère splénique. Je vois l'artère hépatique commune propre, l'artère hépatique gauche, droite, et par rapport à la localisation de la tumeur, je vais faire mon examen. Donc, je fais une angiographie et puis je vais avancer. J'avance, je dois faire une super sélection. Donc, la tumeur est là. Ma tumeur est là. J'ai fait une angiographie. Je peux voir l'artère gastro-duodénale qu'il faut éviter. Il ne faut pas faire une embolisation ectopique, provoquer des choses qu'on n'a pas prévues. Donc, il faut avancer juste vraiment proche de la tumeur. Ici, nous avons une tumeur au niveau du lobe droit. Je vais faire une super sélection. Et si les cathéters ne sont pas arrivés, je vais utiliser les systèmes coaxiaux, les microcathéters, pour avancer. Et là, j'ai utilisé les microcathéters, vous pouvez voir, je m'approche de la tumeur pour commencer mon intervention. À ce niveau-là, il faut maintenant choisir quel type d'embolisation, de chimio-embolisation faire. Ici, nous avons une tumeur qui occupe une grande partie du foie droit. On le voit sur le scanner avant injection de produits de contraste. On les voit aussi sur IRM. Là, on a cannulé les troncs cœliaques. On voit l'artère splénique, l'artère hépatique commune. On s'approche à l'aide de microcathéters. On fait l'angiographie. On a les blashes, donc la coloration de la tumeur à l'aide des produits de contraste. Il faut choisir, il y a deux types de chimio-embolisation. Il y a la chimio-embolisation conventionnelle et les deep test, drug leading grid test, où on utilise les microsphères chargées de médicaments. Pour la test conventionnelle, ce qu'on appelle la CTS, on utilise les lipiodoles, l'huile iodée, qu'on combine avec la chimiothérapie, par exemple la doxorubicine. Et donc, on peut faire une petite différence par rapport au contrôle à l'imagerie. Les lipiodoles est à la fois un vecteur qui conduit les agents chimiothérapeutiques. Il est aussi utilisé comme marqueur radiologique car il est opaque. On peut le voir sur fluoroscopie et même sur CT scan après intervention. Alors qu'ici, ce n'est pas visible. Les microsphères ne sont pas radio-opaques. La libération, par rapport à la libération, dans le CTS, la diffusion est passive, alors qu'ici, la diffusion est prolongée. Ça peut prendre jusqu'à 3 à 4 semaines, voire plus. Mais en termes de coût, la CTS est moins coûteuse que la deep test. Les microsphères chargées de médicaments coûtent un peu cher. Dans des pays développés, il y a des assurances. Par exemple, en Chine, je parle parce que j'ai un peu plus d'idées sur ça. Ils ont des assurances maladie, assurances en cas de décès, donc ils ne sentent pas trop les coûts du traitement. Les inconvénients, la cité, la répartition est imprévisible de l'agent embolique et de la chimiothérapie. Parfois, c'est imprévisible, mais avec deep test, on a la répartition, on peut vraiment bien les contrôler. Les étapes clés pour la CTS, ici, c'est la thèse conventionnelle. La thèse conventionnelle, on utilise les lipiodoles. Pour la deep test, on utilise les microsphères chargées de médicaments. Donc,
Ici, il faut d'abord, pour la CITES, préparer l'émulsion, donc la solution, où on combine les lipiodoles, on les combine avec les médicaments, on le mélange jusqu'à ce que ça devienne homogène. Par exemple, lorsqu'on utilise, on utilise la doxorubicine, on le mélange avec les lipiodoles, ça devient comme du lait. C'est tout blanc. Il faut faire la ponction et identifier les artères nourricières comme je venais de le montrer sur des vidéos précédentes. Chercher, on fait une angiographie pour chercher des chantes artériaux veineux, puis on va emboliser. S'il y a des chantes, il faut les emboliser pour éviter des embolisations ectopiques, des embolisations pulmonaires, etc. Quel est le principe d'embolisation? Il faut faire un effort pour faire une super sélection de l'artère nourricière de la tumeur. Injecter les agents emboliques et les agents chimiothérapeutiques sous contrôle fluoroscopique. Donc, on se sert du DSC, il faut vraiment suivre ton opération. Quand vous donnez les agents emboliques, la solution lipiodolée, donc solution lipiodol plus les agents emboliques, on arrête quand il y a stase. Vous allez voir que le flux va commencer à diminuer. Et là, vous arrêtez pour éviter un reflux qui peut donner des embolisations ectopiques. On peut faire, dans la pratique clinique, on peut faire des embolisations complémentaires. On donne la solution des lipiodoles avec agents chimiothérapeutiques, mais on peut ajouter des éponges de gélatine, on peut ajouter des microsphères non chargées, tout ça, juste pour atteindre le but. Et à la fin, on fait l'angiographie et puis on confirme les succès à l'aide de Cone-Beam CT, où on peut faire ce qu'on appelle le single snapshot pour voir est-ce qu'il y a, comment est la concentration des lipiodoles au niveau de la tumeur. Là, on parlait de CITES. Pour la deep test, où on utilise des microsphères chargées, généralement, on commence avec une prophylaxie par antibiothérapie pour éviter des risques d'infection. Il faut choisir des microsphères. Et ici, ça dépend de la taille de la tumeur. Pour des petites tumeurs, des tumeurs de petite taille, on peut utiliser des microsphères de petite taille, par exemple 70 à 50 micromètres. Pour des grosses tumeurs, on peut utiliser des microsphères de grande taille. Il faut préparer la solution. Par exemple, en Chine, comme je le disais, il faut utiliser ce que vous maîtrisez. En Chine, on utilise les calisphères, qui est un type de microsphère chargé fabriqué en Chine. On le mélange généralement avec les pyrrubicines, qui est un agent chimiothérapeutique. On les mélange 30 minutes avant l'intervention. Et après chaque 5 minutes, il faut les mixer. Au fait, on utilise des seringues. Il y a une photo après ici où j'étais en train de préparer la solution. Je vais vous montrer. Après, lorsque vous avez fait la ponction, vous montez avec cathéter, micro-cathéter, vous arrivez auprès de la tumeur de manière hyper sélective. Vous allez commencer à donner votre solution lentement, 1 millilitre par minute, pour éviter des reflux et aller toucher des cibles, des organes non ciblés. Lorsque vous donnez, vous regardez sur l'écran de la fluoroscopie. Lorsque les flux commencent à diminuer, vous arrêtez votre intervention. Donc, il y a stagnation, il y a stase, vous arrêtez. On fait les contrôles par Cone-Beam CT pour précision ou estimer, évaluer les succès, ou on fait les single snapshots, on finit l'intervention. Ici,
sur cette image, j'étais en train de préparer une solution de deep test, le calisphère, le microsphère chargé de chimiothérapie. Je l'ai combiné avec l'épiribicine. Je le prépare pour donner à notre patient. Deep test, j'ai fait la ponction. Le cathéter est là. On peut voir sur la vidéo pour les assistants. Le cathéter est là au niveau du tronc cœliaque. Je remonte avec les microcathéters qui peuvent passer à l'intérieur du cathéter, 5 French ou 4 French. Donc là, je suis en train de donner la solution de deep test. Je les donne et je vérifie dès que, par exemple, ici, c'est un peu lent. Donc, je peux déjà commencer à arrêter de donner la solution. Ici, un autre patient, bon, ici, c'est un ami qui faisait. J'ai utilisé mon téléphone. C'était une très grosse masse. Nous sommes en train de donner la solution. On peut voir comment est-ce que la solution entre au niveau de la tumeur et s'envahit la tumeur. Il va s'en suivre une toxicité et puis nécrose. Donc, quand vous avez fini, vous allez retirer les cathéters, le microcathéter, la gaine. On peut utiliser un dispositif d'hémostase ou on peut juste faire des compressions au niveau de l'endroit des ponctions. Après 10-15 minutes, voire plus, selon aussi l'état de coagulation du patient, on va placer les sacs de sel qui va rester là pendant un moment. On peut avoir quelques effets secondaires, particulièrement les syndromes post-embolisation où on peut avoir la fièvre, douleur, des vomissements. On les gère de manière symptomatique. Toxicité des médicaments, on peut avoir, c'est rare, hein, la suppression médulaire, une insuffisance rénale, insuffisance hépatique, de symptômes en rapport avec les cœurs, le système, des symptômes neurologiques, etc. Quelques complications, on peut avoir, quand vous avez mal fait la ponction, vous pouvez avoir des hématomes. Si vous êtes par bonheur, vous pouvez avoir un gonflement au niveau de la haine. Mais si votre ponction a été un peu plus haut, l'hématome peut se faire au niveau de l'abdomen et vous ne constatez rien jusqu'à ce que les malades entrent en choc. Et si vous n'êtes pas rapide, vous allez les perdre. Vous pouvez avoir des fistules artério-veineuses si vous ne savez pas faire votre ponction. Vous ponctionnez au même moment l'artère fémorale et la veine fémorale. Vous pouvez avoir des pseudo-anévrismes, mais c'est quand même rare quand on maîtrise la technique. Quelques risques, on peut faire des embolies excessives, vous donnez trop de lipiodol et les malades peuvent développer un syndrome post-embolisation sévère. Vous pouvez avoir des embolisations ectopiques au niveau des poumons, de reins. Donc, il faut toujours voir au niveau, un reflux au niveau de l'artère gastro-duodénale. Vous allez emboliser l'estomac, etc. Vous pouvez avoir des complications infectieuses telles que des abcès hépatiques qu'on gère facilement, mais c'est rare aussi. Après les traitements, il faut faire un follow-up, un suivi. Donc, ce qu'on fait, lorsqu'on fait la CITES, on utilise les lipiodoles. On peut déjà faire le CT scan 24 heures après l'intervention. Dès que les malades peuvent bouger, vous pouvez faire un CT scan pour voir, par exemple, sur cette image ici, c'est un patient qui avait une tumeur au niveau du lobe gauche. On a fait la CITES, on peut voir les dépôts des lipiodoles. J'avais dit, les lipiodoles jouent 3 rôles. Il est à la fois vecteur, il conduit les agents de chimiothérapie, on l'utilise comme marqueur radiologique car il est radio-opaque, on peut le voir sur le scanner et même sur la fluoroscopie. Et il joue en même temps les rôles d'agent embolique. Donc, 3 rôles: vecteur, agent embolique et puis marqueur radiologique. Un mois après,
4 semaines environ. On utilise le critère RECIST, modifié mRECIST, où on va évaluer la réponse objective avec 4 types. Les radiologues doivent les savoir et la radiologie interventionnelle va évoluer dans notre pays. Moi, je suis vraiment convaincu. Et après la thèse, on peut vous envoyer un patient. Donc, il ne faut pas faire les comptes rendus normaux. Il faut nous donner la classification. Nous avons le CR, Complete Response, donc la réponse complète. Lorsque vous donnez les produits de contraste, il n'y aura pas de rehaussement. Il n'y aura pas de rehaussement, donc toute la tumeur a été nécrosée. Une meilleure réponse. On peut avoir une réponse partielle, PR, Partial Response, où une partie de la tumeur va rehausser, au minimum 30% de la tumeur va rehausser, la diminution du rehaussement d'environ 30% minimum. Ça, c'est une réponse partielle. Parfois, on a des malades stables, rien ne change. Avant l'intervention égale après l'intervention. 4 semaines après, on peut trouver que au lieu qu'il y ait une nécrose ou régression, il y a progression. Donc, progressive disease. Il faut, pour les radiologues, il faut déjà commencer à l'incorporer parce que les pays doivent évoluer, la radiologie interventionnelle doit intervenir. Vous voyez, il y a à chaque fois qu'on fait, on voit des malades, on fait des échographies, la radio, il faut voir le nombre de patients qui viennent avec cirrhose, avec cancer du foie. Et généralement, c'est au stade avancé, B, CLC, B ou bien C. Et les traitements standards, c'est la thèse. Et après traitement, les radiologues doivent être capables de nous dire la réponse, comment est la réponse thérapeutique. Un petit mot par rapport à un travail que nous avons réalisé en Chine, où nous avons proposé un marqueur. Vu que l'alpha-fétoprotéine a des limites, on utilise aussi le PIVK2, donc la protéine induite par l'absence de vitamine K ou antagoniste 2. Donc, les deux biomarqueurs les plus utilisés pour le cancer du foie ont des limites parce que leurs taux dépendent de la taille de la tumeur, des pathologies sous-jacentes, du traitement en cours, ça peut modifier. Donc, pour compenser aux limites des deux marqueurs, nous avons proposé un ratio, le APR, l'alpha-fétoprotéine sur PIVK2. Nous avons constaté que lorsque nous avons calculé, nous avons fait les courbes ROC, donc Receiver Operating Curve, les seuils du ratio étaient des 0, les cut-off points, comme on dit en anglais, étaient des 0,175. Tous les patients avec ratio inférieur à 0,175 avaient un bon pronostic. Tous les patients avec ratio supérieur à 0,175 avaient un mauvais pronostic. Par exemple, ici, on voit la survie globale. Les patients avec les ratios inférieurs avaient une survie un peu plus longue, de manière significative. Les p-values étaient inférieurs à 0,05, contrairement aux patients avec ratio supérieur. Ici, les progressive progression-free survival, donc la survie sans progression de la maladie, on voit les patients avec ratio inférieur qui ont présenté une meilleure réponse. C'était juste une fenêtre qu'on avait ouverte. Quelques cas cliniques. Ici, nous avons un patient à l'IRM avec une tumeur au lobe droit. Donc, on fait la ponction, on remonte avec les cathéters. On utilise les micro-cathéters qui coûtent un peu plus cher que les cathéters normaux. On va avancer de manière sélective, plus proche de la tumeur. Et là, on va faire la chimio-embolisation. Deuxième cas, nous avons une très grosse masse qui prend la quasi-totalité du lobe
gauche et une partie du lobe droit. Donc, on va catériser. On va aller jusque là. Et puis, nous avons fait la chimio-embolisation. On peut voir les dépôts des lipiodoles. Ici, on a utilisé la technique après l'intervention single shot. Après traitement, nous pouvons voir une nécrose à l'IRM, là. Nous avons dosé l'alpha-fétoprotéine. Avant l'intervention, c'était à 2000 nanogrammes par millilitre. 2 mois après, 1 mois et demi après, c'était à 9000, ça commençait à diminuer. 5 à 6 mois après, c'était pratiquement normal, à 6,45. Un autre patient avec plusieurs masses. Ici, nous avons fait une chimio-embolisation et avec le single shot à la fin, nous pouvons voir que le traitement a été bon. Un autre patient avec masse, l'embolisation. Ça, j'ai trouvé ça, c'est une publication que j'ai trouvée en ligne. Après l'intervention, on a fait les scanners, ils ont fait les scanners, on peut voir les dépôts des lipiodoles, une nécrose 2 mois après l'intervention. 6 mois, 2 ans et 6 mois après l'intervention, il n'y a pas progression de la tumeur. Un autre patient, une tumeur est là, le cathéter est là, de manière super sélective. Nous avons les dépôts des lipiodoles, là, là. Même chose, une grosse masse. Les cathéters viennent, on donne les lipiodoles, on peut les voir après l'intervention sur CT scan. Pour conclure, les thérapies transartérielles sont incontournables dans la prise en charge du cancer du foie et incontournable et véritable pour les cancers du foie. Donc, la thèse reste le gold standard pour les carcinomes hépatocellulaires en particulier et les cancers du foie en général, particulièrement pour les patients du groupe B du système BCLC. D'où il est nécessaire que l'accès à la thèse soit équitable et qu'une formation en RDC soit mise en place. Les assistants doivent être formés, des médecins, des collègues radiologues qui veulent apprendre la radiologie interventionnelle peuvent nous rejoindre. C'est rien, c'est pas difficile. Et particulièrement dans des pays asiatiques, la thèse, quand je suis arrivé, on m'a dit, thèse, c'est les basiques. Donc, tout le monde doit être capable de le faire et généralement, ce sont des assistants qui le réalisent. Mes contacts, merci pour votre attention. Je remets la parole au professeur Bazebozo. Merci. Merci beaucoup, professeur Ménéné, pour cette présentation brillante et exhaustive. Merci beaucoup. Vous avez parlé pendant 1h10, un peu plus. Wow. Mais bon, je pense que pour l'assistance, on pourrait cerner les questions pour que les gens ne se perdent pas. Si je dois résumer, la présentation de ces jours, c'est un peu la continuité des embolisations, mais aujourd'hui, c'est une embolisation avec traitement par chimiothérapie intra-artérielle dans les cas des cancers du foie, particulièrement dans les cas des carcinomes hépatocellulaires. Très bien, c'est une pathologie très fréquente dans notre milieu. Bon, on peut dire chez nous, il n'y a pas de protocole comme tel de prise en charge. Chaque spécialité fait un peu ce qui est prescrit. Ce qui est aussi important à dire dans la prise en charge de toutes ces pathologies, c'est la multidisciplinarité. Le radiologue va faire son travail, le patient peut être suivi en gastro-entérologie ou en chirurgie. Nous sommes complémentaires, chacun agit pour le bien du patient. Et ensuite, il y a aussi l'équipe d'anesthésistes qui va suivre. Il y a d'autres équipes aussi d'oncologues qui surveillent. Et chez nous, nous avons beaucoup de manques pour arriver à concrétiser. Par exemple, au pays, nous n'avons pas de PET scan.
Nous n'avons pas d'éléments valables pour la surveillance des différents cancers, mais nous avons quand même la radiothérapie, autre chose. Mais je pense que des initiatives pareilles, des volontés pareilles pour essayer d'améliorer les niveaux de prise en charge vont ouvrir des portes à ce que la part de chacun soit faite. C'est-à-dire, le gouvernement garde toujours la responsabilité de mettre en place des structures hospitalières valables pour prendre en charge le patient. Nous avons l'assurance maladie qui est encore une ébauche en train de démarrer au pays. Si ça peut aider à prendre en charge le patient, ça sera encore très bien. Nous avons des structures universitaires où les portes sont ouvertes pour essayer d'améliorer et d'ajouter des compétences sur ce qui existe pour que, on peut dire, cette formation puisse s'étendre à plus du monde et que plus de patients congolais ou bien des résidents congolais puissent en bénéficier. Merci beaucoup pour cette présentation. Les fichiers seront mis dans les sites, le professeur Mata va nous indiquer pour ceux qui voudront bien révisiter cette présentation. Sans plus tarder, je vais donner la parole. On n'a pas beaucoup de temps quand même aux panélistes. Professeur Nzamouche, je vous ai vu. Si vous pouvez dire un mot, avant peut-être de voir si le professeur Chimpi est dans l'auditoire. Alors, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Très bien. Ok, super. Parfait. Donc d'abord, je remercie en tout cas le présentateur pour cette présentation qui était claire, exhaustive et professionnelle avec des médias pour nous montrer clairement un petit peu, non seulement en point de vue imagerie, mais point de vue technique et façon de faire. Alors c'est vrai, comme nous a dit le modérateur, en RDC avec notamment les VHC, VHB, notamment acquis lors malheureusement de transfusions qui ont été faites, on a de plus en plus, même ici en Occident, des patients qui viennent de RDC et qui sont atteints de CHC, qui sont sur un foie de cirrhose dû à ces virus-là, notamment. Alors, c'est vrai que le présentateur a parlé du CHC, du cholangiocarcinome, et en fait, comme tumeur primitive, en effet, c'est plus fréquente, mais il y a aussi les métastases. Et comme je suis moi-même chirurgien dans le colorectal, donc il faut savoir que les métastases colorectales, c'est 10 à 15%, 15 à 20% des patients qui se présentent directement avec des métastases synchrones, et ceux qui sont sans métastases développeront de toute façon, on le sait, dans 5 ans, à peu près 20% développera des métastases colorectales. Alors c'est vrai que moi j'ai connu les traitements locaux au début des années 2000, hein, fin 1900. Professeur Nzamouche, vous vous éloignez du micro. La thérapie qui refroidissait de manière des tumeurs que on se retrouvait dans des situations où on avait des risques hémorragiques, parce que je rappelle, le foie, c'est quand même 1,5 litre de sang qui passe par minute, et donc ponctionner le foie comme ça n'était pas anodin. Alors nous, en chirurgie, on fait souvent des hépatectomies droites, enfin c'est codifié, hein, hépatectomie droite, hépatectomie gauche, lobectomie droite, lobectomie gauche, ou résection du secteur postérolatéral. Et donc on doit sacrifier du parenchyme sain pour enlever la boule ou la lésion qui nous embête. Donc, lorsqu'on a une lésion au niveau du foie droit, si elle n'est pas superficielle, si on ne peut pas faire d'hépatectomie atypique, on fait une hépatectomie droite. Et ça emporte plein de parenchyme sain qui n'a rien demandé à personne. Et ces embolisations que vous faites de manière ciblée permettent justement de détruire la tumeur en préservant du parenchyme hépatique. Et ça, c'est très, très important. Très important, c'est d'autant plus que nous, en chirurgie, nous devons avoir 30% de parenchyme hépatique qui reste au moins, pour dire qu'il n'y a pas d'insuffisance hépatique. Et si on a un foie cirrhotique, qui sont malheureusement les foies sur lesquels se greffent souvent les CHC, on doit avoir 40% de parenchyme hépatique. Sinon, on va valser en insuffisance hépatique. D'où ces techniques radiologiques très intéressantes
qui permettent, par exemple l'embolisation simple, de pouvoir emboliser un segment, créer une régénération hépatique et créer assez de parenchyme hépatique pour pouvoir faire une hépatectomie qui laisserait assez de foie sain, par exemple, ou bien simplement aller détruire une lésion. C'est beaucoup moins invasif et ça permet bien sûr l'épargne hépatique. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et comme on sait que dans les cancers colorectaux, la chimiothérapie a fait énormément d'efforts. Pour être clair, par exemple, je préfère avoir un cancer du côlon avec 20 métastases hépatiques plutôt qu'un cancer du pancréas avec une seule petite métastase hépatique. D'un côté, pour le cancer colorectal, il y a encore moyen, grâce à la chimiothérapie actuelle, de régler les choses, mais pour le cancer du pancréas, actuellement, c'est la mort dans l'année. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ces embolisations qui augmentent le parenchyme hépatique ou avoir cette chimiothérapie qui est très efficace dans le cancer colorectal et qui permet d'aller vraiment à la porte de la tumeur. La radiologie a vraiment changé les choses dans la prise en charge de ces lésions hépatiques et je vous remercie pour votre exposé. Merci beaucoup, professeur Nzamouché. Je ne sais pas, professeur Matassi, professeur Chimpi est dans l'auditoire. Je ne l'ai pas encore vu. Peut-être qu'on peut passer la parole aux autres. aux questions. Oui. Oui, je vois J'ai docteur Chabani qui vu, est là. docteur Chabani a levé la main. Après docteur Chabani, je vais lire les questions sur le chat s'il y en a. Merci. J'ai des questions juste de quelqu'un qui n'est pas du domaine. Premièrement, combien de radiologues interventionnels on a à Kinshasa ou bien dans tout le Congo? Et quel est le coût des procédures là que vous faites pour la chimio-embolisation ou quoi? Quel est le coût? Parce que vous avez parlé d'assurance en Chine, mais au Congo, à combien ça revient? Et quel est le taux d'insuffisance hépatique post-procédure? Et vous le faites en palliatif ou bien curatif? Et si c'est en palliatif, la vie est prolongée de quelle durée de temps? Je vais peut-être parler de la réalité congolaise. Le professeur Ménine vient de la Chine, il est rentré il y a moins d'un mois. Je vais dire qu'au Congo, il y a très peu de radiologues interventionnels, donc on ne peut pas compter, je pense, moins de 5. Et deuxièmement, les coûts de ces thérapeutiques ne sont pas encore déterminés. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'étape de la mise en place de la radiologie interventionnelle, tenant compte de toute la chaîne d'approvisionnement en produits en consommables. Tout cela n'est pas permanent au Congo. Donc, nous ne savons pas encore dire combien ça va coûter. Il faut peut-être voir. Vraiment, c'est un travail sérieux qu'on est en train de faire avec des sociétés savantes européennes pour arriver à avoir des fournitures localement ici au Congo et essayer de ne pas trop élever les coûts. Pour l'instant, on ne sait rien dire. Ça dépend de où on a trouvé le matériel et combien ça a coûté. Pour la deuxième partie, l'expérience des professeurs Menene en Chine, il peut bien répondre à cela. Merci. Par rapport au nombre de radiologues interventionnels, le professeur Bazil-Bozo a essayé de répondre. Par rapport au prix, en RDC, je ne sais pas, mais en Chine, les patients payent pour tout, y compris bilan biologique, imagerie, tout. Donc, il y a un package. Pour la thèse conventionnelle, la CITES, c'est aux alentours de $3,000. Pour la deep thèse, c'est aux environs de 3 donc CITES, c'est 2,000 renminbi. Tout à l'intérieur, ça fait 1,000 et quelques ou 2,000 et quelques ou maximum $3,000. Pour les CITES, c'est 3,000 renminbi. C'est multiplié par 7 quelque chose, ça fait dans de 5,000 ou près de $4,000. Vous voyez que ce sont des procédés qui coûtent très cher. Il faut que l'État intervienne, il faut que peut-être des ONG interviennent, sinon les patients lui-même ne vont pas. Parce que
quand on réalise la procédure, ce n'est pas seulement une seule fois. On peut faire pour la même tumeur, on peut réaliser la thèse 2 fois, 3 fois. J'ai eu des patients dans notre série, des patients qui ont réalisé la thèse pendant 5 fois. Donc, si il n'est pas couvert par les procédures ne sont pas couvertes par l'assurance, ça sera compliqué. Par rapport à la gestion de l'insuffisance hépatique, bon, la radiologie interventionnelle, on ne travaille pas seul. On a une bonne collaboration avec les autres spécialités, particulièrement les hépatologues. Donc, c'est vrai que c'est un peu rare les cas d'insuffisance parce qu'on sait gérer la quantité des agents emboliques à donner, la dose de chimiothérapie à faire. Mais en cas de décompensation hépatique, les hépatologues, les internistes interviennent et c'est gérable. Parfois, on peut faire avant l'intervention, si les malades, par exemple, au stade B de Charles-Book, stade C, on ne fait pas. On n'intervient pas lorsqu'il y a déjà une insuffisance hépatique sévère avec acide réfractaire, avec ictère, on ne fait pas. Mais lorsque vous avez un patient au stade A ou B de Charles-Book et qu'il décompense après l'intervention, avant déjà l'intervention, on peut faire une comment on dit, hépatoprotection, un terme comme ça en français, ça m'échappe. Et si ça complique après, on associe les internistes. Dans notre service, on a un prof interniste qui vient faire le tour des salles avec nous. Donc, il est là en cas de problème, il intervient. Voilà un peu. Et les traitements, c'est généralement médicamenteux et palliatifs. Curatif, transplantation hépatique, vous voulez parler de la transplantation hépatique, ce n'est pas toujours facile, même en Chine où la population, la taille de la population est importante. La transplantation n'est pas toujours facile à trouver. Et je crois que j'ai essayé de répondre. Oui, merci beaucoup. Je vois une deuxième main, Dr Younous Ntsingi. Dr Ntsingi. Dr Ntsingi, vous avez levé la main. Bon, il a enlevé. Sur le chat, je n'ai pas vu de questions, mais par contre, pour raison de curiosité, José Ménéné, je ne sais pas, la Chine est un pays bien nanti, bien développé. Est-ce qu'il y a eu aussi dans le même service des cas de radioembolisation? Et j'aimerais savoir s'il y a eu aussi des comparaisons sur la survie entre la radioembolisation et la chimioembolisation. Autre chose, je voulais dire aussi dans les cas extrêmes, des classifications difficiles, et quelle était la place de la radioembolisation pour essayer de remonter le patient. Si dans les services où vous êtes passé, la radioembolisation a été réalisée, quoi. Merci, professeur, pour la question. Vous savez, la Chine, le système, c'est qu'il y a l'université et il y a plusieurs CHU ou des cliniques universitaires. Donc, dans notre hôpital, c'est le first affiliated, donc le premier CHU, comment on dit en français, CHU, mais on n'avait pas de radioembolisation. Par contre, il y avait une autre clinique universitaire qui était seulement pour le cancer. Là-bas, il y en avait, mais je n'ai pas participé. Donc, je n'ai pas assez de détails par rapport. Théoriquement, j'ai des notions, quelques notions, mais en pratique, je n'ai pas assisté à la radioembolisation parce que c'était dans une autre clinique universitaire. D'accord, merci. Il y a une question à laquelle vous pouvez répondre. On dit, pouvez-vous expliquer un peu les systèmes BCLC-B?
BCLC. Je pense que, bon, il peut lire aussi. Oui, sinon, vous pouvez voir la possibilité de partager les tableaux, la classification pour que la personne puisse mieux comprendre. Attendez, je vais voir ça. Vous voyez toujours mon écran? Mais la fin de la présentation. La fin de la présentation, d'accord. Je vais partager un document. Donc, je viens... Désolé, une minute. Okay. Partager l'ordinateur. Bon, je ne vois pas trop, je ne vois pas trop où partager, mais je peux expliquer. Donc, comme je disais, le BLC, le système BLC a 5 classes. La classe 0, A, B, C et D. Donc, la première classe, c'est 0. La deuxième, c'est B. Pour les deux premières classes, le traitement, la prise en charge, c'est un traitement curatif. Ça, c'est l'apanage des chirurgiens. Et en radiologie interventionnelle, on fait l'ablation. Donc, on peut faire une résection, on peut faire une transplantation si les malades répondent aux critères de Milan. On peut faire une ablation, par exemple par radiofréquence ou bien micro-ondes. La cryoablation, les lasers, on peut faire l'ablation. Au stade 0, là, on a une seule tumeur de moins de 2 cm. Et la fonction hépatique est préservée. Au stade A, c'est le early stage, nous avons une tumeur de maximum 3 cm ou 3 tumeurs qui ne mesurent pas plus de 3 cm. La fonction hépatique est préservée. Donc, le système PS, 0. Et les traitements, c'est curatif. Mais pour les deux premiers stades ici, on peut aussi réaliser le traitement transartériel si, dans certaines circonstances, par exemple, si la chirurgie n'est pas possible, l'ablation n'est pas possible, on peut faire une thèse. Et j'aimerais compléter quelque chose que je n'ai pas dit. Quand on fait la thèse, parfois, on laisse les cathéters en place. Les malades vont aller recevoir ce qu'on appelle les HICE, Hepatic Artery Infusion Chemotherapy. Donc, la chimiothérapie par infusion au long cours. Les malades, en Chine, on utilise beaucoup plus le schéma FOLFOX6 où on donne le 5-fluorouracil combiné à oxaliplatine et l'écovarine calcique. Donc, je ferme la parenthèse. Troisième stade, c'est le stade intermédiaire où on a plusieurs tumeurs, mais la fonction hépatique est conservée. Il n'y a pas de métastases. C'est le stade B. Là, les traitements standards, c'est les thérapies transartérielles. Quand je dis thérapie transartérielle, ce n'est pas seulement la thèse. Les patients peuvent venir comme ça et je fais une solution, je prépare une molécule, je donne sans emboliser. Et je m'arrête là, j'enlève les cathéters. Ou soit les patients viennent, je n'embolise pas, je garde les cathéters en place, je les renvoie à l'hospitalisation. Ça dépend, il y a des critères, la taille de la tumeur, la vascularisation en cas de complexité. Par exemple, une tumeur avec vascularité complexe, pour éviter des embolisations ectopiques, je peux laisser les cathéters en place si je n'embolise pas. Il va recevoir les schémas FOLFOX6 et pendant 24 heures. Ça, c'est le stade B. Le stade C, il y a métastase. Il y a envahissement du tronc-porte, il y a métastase extra-hépatique et la fonction hépatique commence à bouger. Non, la fonction hépatique est normale, mais l'état physique
commencent à bouger, les pièces et 1 à 2. Là, c'est les traitements systémiques, donc la chimiothérapie conventionnelle. On fait des perfusions, tout et tout. Mais on peut faire aussi la thèse pour faire gagner aux patients le stade. Donc, on fait la conversion, les bridges. Le dernier stade, quelle que soit la taille de la tumeur, envahissement ou pas, si la fonction hépatique est perturbée, les Child-Pugh stade C, on ne traite pas ni la chimiothérapie conventionnelle, ni le traitement radiologie interventionnelle. On fait les traitements de support pour permettre aux malades de partir sans beaucoup souffrir. Vous comprenez ce que je voudrais dire. Donc, il y a 5 étapes. La classification dépend de la taille, du nombre de la taille et le nombre de tumeurs, mais aussi de l'état physique du patient. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Je pense que oui. Alors, il y a, je pense, 2 autres questions. Je vais vous les lire. Il y a une question. La formation d'imagerie interventionnelle comme spécialité est-elle organisée en RDC? De manière formelle, non, pas encore. La deuxième question, c'est, j'aimerais savoir si la radiothérapie conformationnelle s'applique aussi dans la prise en charge des tumeurs hépatiques. Je m'excuse si ça a été dit dans la présentation, j'avais un problème de connexion. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre, mais bon, si tu as des infos, tu peux donner. La radiothérapie, ce n'est pas en radiologie interventionnelle, mais on peut le faire. Et ça dépend. Vous savez, la prise en charge des cancers, tous les cancers, c'est multidisciplinaire. Donc, si les cliniciens, l'oncologue pensent qu'il faut faire une radiothérapie, les malades peuvent le faire. Mais nous, en radiologie interventionnelle, on ne fait pas des radiothérapies. Donc, voilà, je vois un peu s'il y a d'autres mains. Je ne sais pas, peut-être pas. Je vois le docteur Igor. Ah oui, docteur Igor Idoumou, docteur Boseko. Docteur Igor. Ok, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je m'excuse, peut-être que j'ai suivi en cours, au milieu de la présentation. Je voulais juste savoir pour votre domaine, est-ce que vous demandez aussi, comme vous dites que la prise en charge est multidisciplinaire, est-ce que vous collaborez aussi avec les cardio-oncologues, ne fût-ce que pour évaluer la fonction cardiaque avant de pouvoir faire votre procédure, notamment la FEVG, aussi, il me semble, même avec le strain pour suivre l'évolution, parce qu'il y a tout un protocole de suivi pour les patients qui sont sous chimio. Je ne sais pas pour votre domaine si vous le faites. Merci. Les protocoles normaux, je parle de la Chine, ce sont des examens qu'on demande généralement avant la chirurgie. Donc, on fait les CG, on fait une consultation pré-op par un anesthésiste. On demande la radio du thorax, tout ça. Mais en profondeur, collaborer avec les cardiologues, non. Sauf exception, s'il y a un cas, une comorbidité qui nécessite la collaboration avec un cardiologue. Comme je l'ai dit, par exemple, un patient avec hypertension artérielle ou un patient diabétique, on va collaborer avec les spécialistes en cause pour stabiliser les patients avant même l'intervention. On reçoit des patients avec pathologie cardiaque, donc c'est normal qu'on collabore aussi avec les cardiologues, mais c'est pas automatique, quoi. D'accord. Je peux ajouter quelque chose dans le même sens. Je ne pense pas que vous avez saisi sa question. Parce que dans la chimiothérapie classique, les gens, quand ils reçoivent, par exemple, l'adriamycine, tout ça, il y a une toxicité cardiaque. On sait après telle dose, ils doivent avoir une échographie cardiaque de contrôle pour voir est-ce que je continue avec mon traitement ou pas. Vous donnez l'adriamycine, c'est cardiotoxique.
À quelle quantité, après vos séances, quelle quantité vous dites maintenant, je dois les faire voir pour être sûr que je ne suis pas toxique? Est-ce que vous les faites ou pas? Parce que logiquement, on doit les faire. C'est ce qu'il posait la question, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup Exactement. pour les compléments. Je l'ai dit au début de ma présentation, l'avantage que nous avons avec les thérapies transartérielles, c'est que nous contournons l'effet de premier passage. Donc, on a moins de faits systémiques. Parce que l'agent de chimio ne passe pas par le foie, n'est pas métabolisé, n'entre pas dans la circulation systémique. On a moins d'effets secondaires. Et du coup, je ne sais pas dire si c'est par expérience ou par accoutumance, on n'associe pas trop les cardiologues, sauf si après traitement, c'est vrai qu'on dit, c'est comme on dit en médecine, ni jamais ni toujours, on peut avoir des cas de toxicité après traitement. C'est en ce moment-là qu'on associe les cardiologues. Et puis, on sait gérer les quantités. Un patient qui vient pour la première fois, la dose, on n'y va pas trop fort parce que, comme je le dis tantôt, les malades ne reçoivent pas seulement une seule séance. Donc, on commence avec la première séance. Il y a des protocoles où on donne, si les malades supportent, à la deuxième séance, vous pouvez commencer à augmenter des doses de manière graduelle. Donc, c'est pas automatique. En Chine, vraiment, c'est pas automatique en radiologie interventionnelle d'associer les cardiologues dans la prise en charge. Donc, si je comprends bien, la dose telle que vous donnez, vous n'avez jamais de cardiotoxicité, ou bien c'est très rare, c'est moins que 1%, si je comprends bien. Oui, c'est rare. Jamais c'est trop fort, mais c'est rare. Oui, mais moi, je peux ajouter une chose, docteur Chabani. La docteur professeur Menene a dit l'hypersélectivité de la tumeur. On s'attaque à la tumeur, on ne s'attaque pas à toutes les cellules. C'est-à-dire, on met les produits dans la tumeur, on bouche souvent l'artère qui amène vers la tumeur. Surtout, je parlais des cas de radioembolisation pour éviter que d'autres cellules puissent être visitées par l'agent, ne soit touché. Donc, ça signifie que l'orientation n'est pas la même chose. Dans la réunion multidisciplinaire avant embolisation, on ne voit pas de cardiologue. On voit plutôt les médecins nucléaristes, on voit les chirurgiens quelquefois, on voit les domaines concernés comme les gastro-entérologues, mais parce que, en fin de compte, les autres fonctions ne sont pas touchées par ces traitements. C'est un peu ça. C'est très sélectif. Oui, pardon, je m'excuse. Est-ce qu'il y a des études sur le suivi de ces patients-là pour la fonction du cœur? C'est toujours docteur Igor, parce qu'on veut peut-être expérimenter aussi. Est-ce qu'il y a des études de suivi longitudinal de ces patients, surtout pour la fonction du cœur? Il y a plusieurs études dans la littérature sur toutes ces techniques d'embolisation ciblée. Il y a plusieurs études. Moi, personnellement, je n'ai pas lu encore les effets par rapport à la fonction cardiaque. Ah, ok, merci beaucoup. Merci. Docteur Nsadi, président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, merci pour ce Bazebozo. Merci aux intervenants, particulièrement l'intervenant principal, professeur Menene, que je ne connais pas. J'espère que on aura l'occasion de se connaître. Et au professeur Nzamouchi, cher collègue JR. Alors, j'ai une petite observation, mais vraiment dans le sens de faire avancer les choses. Et peut-être une question qui ne sera pas mais certainement la reprise de la question qui a été posée en premier lieu, mais dans lequel je ne suis pas très satisfait de la réponse donnée. L'observation, c'est sur les participants. J'aurais vraiment souhaité qu'il y ait les gastro, et particulièrement un hépatologue. Parce que comme le professeur Menene l'a dit, voilà, dans la prise en charge multidisciplinaire ces tumeurs du foie, principalement les carcinomes hépatocellulaires, les pathologues ont une place de choix. Parce que finalement, c'est lui qui prépare les malades et tout, et comme toujours dans toutes les pathologies digestives. Donc,
ça aurait été certainement intéressant que le professeur Chin puisse soit là, mais au-delà de lui, je ne sais pas, ça c'est dans le, on pourrait dire dans le casting, hein, chez les gastro, sauf si je me trompe, les gastro de la RDC, c'est lui qui travaille beaucoup sur les foies, c'est le professeur Mbendi Charles. Même en intervenant, je pense qu'il est important lorsqu'on prépare ces genres de réunions, même s'il n'est pas intervenant, même si c'est un autre intervenant, mais en parallèle qu'on contacte des personnes de ressources qui certainement pourraient enrichir les discussions. C'est vraiment extrêmement important. C'est une observation, c'est pour la suite des événements. Maintenant, je reviens sur la question qui a été posée en tout premier lieu, je ne sais plus les collègues, sur la cartographie en fait, nos capacités en RDC, mais je ne risquerai pas trop au regard de l'évolution rapide des choses en RDC, un pays continent. Si je me réserve tout simplement à Kinshasa, sur la cartographie, donc les ressources dont nous disposons pour la prise en charge justement des tumeurs du foie, que ce soit primitives comme les CHC ou les métastatiques comme l'a évoqué professeur Nzamouche. Je pense que ces sujets, cette table ronde, ce cours ici, cette réunion, si on peut éclaircir les choses là-dessus, ça permettrait de savoir où nous sommes et où nous devons aller. Beaucoup de praticiens acquièrent des compétences de manière parfois individuelle ou dans les programmes structurés. Bref, se retrouvent dans leur milieu de travail, notamment à Kinshasa, avec des compétences, mais des compétences. Mais une chose est d'avoir les compétences, une autre chose est d'avoir un espace et tout ce qu'il faut pour pouvoir intervenir. Parce que nous ne devons vraiment pas avoir des séances purement théoriques, mais mon souhait est vraiment que nous ayons des séances qui se projettent sur la réalité de la pratique. Donc, professeur Bazebos, concrètement, à Kinshasa, vous avez évoqué les praticiens, environ 5. OK. Mais maintenant, le professeur Menene a évoqué le cadre, il nous a présenté le cadre, ce qu'il faut, les préalables. Nous avons des grands hôpitaux, nous avons des hôpitaux, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est mis où. Concrètement, qu'est-ce que nous avons à Kinshasa? Est-ce qu'il y a une formation médicale qui réunit toutes les conditions en termes d'infrastructure, bien sûr, ou il y a ceci à gauche et à droite? Je pose cette question parce que la question de la prise en charge des cancers est en train de se formaliser. On l'a déjà pratiquement écrit, on y a travaillé la semaine passée au ministère de la Santé, notamment les cadres des RCP. C'est maintenant officiel, ça va être encadré tout au moins par l'arrêté qui se prépare, sinon un décret. Et ça, c'est fait. Maintenant, et donc, ça veut dire que nous, les praticiens, nous ne devons pas être en retard. Donc, je voudrais poser la question de savoir, concrètement, rien que dans l'espace de Kinshasa, y a-t-il une structure médicale qui a tout le plateau technique pour, justement, cette approche de chimio-embolisation pour, entre autres, les carcinomes hépatocellulaires? Voilà ma question. Bon, merci beaucoup, Président, pour la question. Je dirais d'emblée oui, mais à quel degré? Nous avons, bon, vous savez que la semaine passée, on a eu à faire des embolisations prostatiques et des fibromes terrains. Les plateaux techniques, il y a des hôpitaux qui ont des 4 labs. Je peux compter actuellement fonctionnel 2, en installation 1. Ça ferait 3-4 labs à Kinshasa, mais ce sont des hôpitaux privés. Nous avons travaillé avec un arceau quand même évolué qui a une soustraction, qui a le road mapping, qui permet de faire des angiographies de bonne qualité. Donc, on peut dire 4 pour l'instant. Il y a des projets aussi à Kinshasa, mais ça, ce sont les équipements. Après les équipements, il y a les ressources humaines. Dans les ressources humaines, s'il vous plaît, docteur Doumou, dans les ressources humaines, il y a
il n'y a pas que les radiologues. On a dit c'est multidisciplinaire. Par exemple, les anesthésistes, l'équipe infirmière, l'équipe des techniciens, des manipulateurs qui peuvent suivre les gestes. Il faut créer des équipes. Ça, pas encore. Il faut créer les équipes. Parce que ce sont ces équipes, il ne suffit pas d'avoir le matériel, mais il faut que chacun sache qu'est-ce que je fais, comment je prépare le patient. C'est important. Les équipes, je pense que nous ne sommes pas encore. On essaie de créer quelques équipes, mais il faut des équipes fixes, là où il y a ces plateaux techniques, de manière à avancer. La chose la plus difficile, je dois le dire, c'est les consommables. Où acheter les consommables? Nous n'avons pas de distributeurs de consommables localement. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait des facilités d'amener ces consommables ici à Kinshasa vendus dans des conditions. Les prix vendus en Europe, des fois, ils ne sont pas aussi chers, ça peut être accessible. Mais dès que s'implante un distributeur au milieu, les prix changent pour nos pays, ça rend encore prohibitif ce genre de pratiques chez nous. C'est tout un processus. Les gens sont en train de travailler des équipes pour voir comment, pas simplement localement, mais au niveau africain, comment faire pour faciliter l'accès aux consommables pour l'Afrique. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, que nous ne pouvons pas dire d'emblée on peut agir, mais dans un court délai, on peut préparer le plateau technique et intervenir sur certains cas pour l'instant. Mais l'idéal, ça serait d'avoir des équipes très stables dans plusieurs hôpitaux, surtout les hôpitaux universitaires. Je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, Président. Merci. On va certainement continuer la discussion en aparté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je donne la parole au professeur Moloa, le chef du département des radiologies des cliniques universitaires de Kinshasa. Merci beaucoup, professeur Bazebos, pour m'avoir passé la parole. En fait, j'interviens seulement pour remercier le professeur Dieu merci Ménéné pour sa brillante communication. Merci, professeur. Alors, mon petit souci, j'ai entendu que professeur Dieu merci Ménéné est à Kinshasa, ça fait 1 mois. Non, 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 non. Ça fait moins de mois, peut-être une semaine. Maximum une semaine. Le vendredi, je devrais venir au campus. J'ai été bloqué. Il y a mon véhicule qui pose problème. J'ai essayé de trouver une solution et je n'ai pas pu. Donc, la semaine prochaine, je vais passer pour ça. Ah oui, d'accord, d'accord. Il faut passer. Si vous faites 1 mois à Kinshasa sans venir au département, ce n'est pas bien. Il faut venir, qu'on se voit, qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Parce que, comme a dit le président de l'Ordre des médecins, le problème est crucial pour notre pays. Donc, nous sommes là. Nous vous attendons à bras ouverts pour voir dans quelle mesure on peut former une belle équipe pour booster l'imagerie intervention dans notre pays. C'est vraiment, voilà un peu ce que je voulais faire comme message, comme invitation au professeur Dieu merci Ménéné qui passe au département, qu'on voit un peu ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce que de là où vous étiez, vous n'avez pas ramené un catalogue d'occasion pour l'université? Un pauvre étudiant. En Chine, c'est pas comme en Europe. Là-bas, tout est géré par le gouvernement qui envoie. Et puis, dès qu'il fait le déclasser, c'est au gouvernement de choisir où l'envoyer. Donc, c'est difficile. Et étant étudiant, pauvre étudiant, je n'avais pas de possibilité pour m'acheter. Bon, là j'ai blagué, mais vous pouvez venir pour voir ce que nous pouvons faire ensemble avec les imageurs, ceux qui font l'interventionnel, pour booster l'interventionnel à l'université. Voilà. C'est une invitation. Je viendrai pour ça. Je viendrai, chef. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci beaucoup, professeur Moloa. Je regarde s'il y a des questions dans les chats.
Je peux poser une question au professeur Molois. Oui. En tant que chef de radiologie, est-ce que vous trouvez normal que les cliniques universitaires n'aient pas un labo où on fait de l'interventionnel? Qu'est-ce que vous faites comme pression au niveau du gouvernement? Parce que ça doit être la référence, les cliniques universitaires de Kinshasa. Parce que ce n'est pas normal qu'ils aillent dans les privés faire des petits trucs ou quoi. En privé, ça coûte cher pour la population. Donc, le minimum, l'hôpital public et clinique universitaire doit avoir le personnel et les gens formés pour le faire et l'équipement. D'accord. Oui, oui. Vous avez totalement raison. C'est vraiment un grand souci, hein. Donc, pour le moment, je n'ai pas une réponse, mais ça nous met mal à l'aise. Voilà, ça nous met mal à l'aise. Je crois. Mais est-ce que vous faites des lobbying auprès des politiciens ou quoi? Parce que ça n'a aucun sens. Hôpital qui se dit universitaire, les gens doivent aller en privé, là. Ça n'a aucun sens. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. On fait les lobbies, mais tout ce que je peux dire, vous donnez raison et de l'autre côté, on fera des efforts pour améliorer les choses. Voilà. Tout comme les histoires des secondes mains, le Congo, on n'est pas des sous-hommes. OK? Vous allez au Sénégal, tout ça, c'est Quand des je pays sais pauvres comme nous. reconditionner, quand on Même n'a pas assez. reconditionné, même là, on n'est pas des sous-hommes. Vous allez au Kenya et compagnie, ils ne sont pas plus riches que nous. Ils achètent des trucs. Pourquoi acheter des secondes mains? On est des sous-hommes, les Congolais? Non, 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 non. Vous avez Alors, totalement raison. Je vous donne raison. On va y remédier. OK. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci Monsieur le aussi aux chef de commentaires. département, professeur Bazebozo, Oui. Oui. je m'excuse beaucoup de faire cette intrusion. Je constate Oui. simplement que monsieur le chef de département ne veut pas s'hasarder. On comprend, on a tous compris qu'il ne veut pas s'hasarder à donner des réponses qui ne relèvent peut-être pas de sa sphère d'action. Je m'arrête Oui, là. mais je suis conscient du problème. Je suis très, très conscient du problème. Je suis même dans la pleine conscience du problème. En fait, moi, professeur, nous sommes tout à fait, j'essaie, professeur, nous savons tous que vous êtes tout à fait conscient du problème. Mais une autre astuce que je voulais ajouter à votre réponse et peut-être à l'intervenant, et si vous le remarquez, hein, c'est que la santé, les soins de santé, nous sommes un tout petit peu en aval d'un préalable, mais qui est souvent méconnu des politiques, parce que ce sont des politiques qui gèrent les pays, qui dotent les hôpitaux. Quand je dis méconnu, c'est-à-dire, là, nous discutons santé, approche et autres, et tout, et tout, et tout. Mais toutes ces compétences sont acquises par la formation. Et le secteur de formation, c'est un autre secteur, très souvent. C'est le secteur de l'enseignement. Donc, c'est là où vous vous retrouvez au niveau des universités. Et donc, parfois, on oublie qu'il faut capaciter les formations des institutions de formation, donc les hôpitaux, notamment universitaires. Et parce que c'est eux qui forment, et c'est là que doit être normalement la référence. Si vous remarquez, dans notre pays, on est en train de construire des grands hôpitaux que l'on transforme en hôpitaux universitaires. On équipe les hôpitaux. Beaucoup d'hôpitaux sont de loin mieux équipés, ce sont les hôpitaux de l'État. Et donc, on est un peu dans cette situation-là, de sorte que finalement, on risque de ne plus avoir le focus au niveau de l'hôpital universitaire de l'Université de Kinshasa en termes d'infrastructure, alors que l'université, dans la pensée justement de ceux qui nous gouvernent, ou les infrastructures universitaires, se trouvent bel et bien à Kinshasa, mais dans d'autres hôpitaux. Voilà un peu ce que je voulais dire, faire comme observation, parce qu'actuellement, la politique des grands hôpitaux, de construction d'hôpitaux très équipés, on y est vraiment. Beaucoup d'hôpitaux sont très équipés actuellement à Kinshasa, les hôpitaux de l'État. Et certains sont en train d'être appelés hôpitaux universitaires. Quand on ajoute à cela la réforme de la classification des hôpitaux, voilà, donc on y est. On n'est plus autrefois l'hôpital universitaire, clinique universitaire et tout. Donc, on a un peu modifié énormément de choses. Je ferme rapidement la parenthèse. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci. Donc,
On accepte la situation, mais on s'est dit, nous devons améliorer les choses activement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour Merci. ce mot-là. Merci beaucoup, Président Sadi. Nous allons terminer notre exposé par là. Nous remercions sincèrement les professeurs Menene pour cet exposé très détaillé, didactique et pédagogique. Merci beaucoup, professeur Menene, et bienvenue dans ton pays. Alors, nous allons clôturer par là. Tout simplement, je dirais que le mois prochain, les lundis parlons radiologie, sera consacré aux urgences en radiologie. Donc voilà, je dis à tous au revoir et bonne soirée. Merci pour votre assistance et participation. Merci. Merci, merci pour ça. Merci, au revoir.